Jean-Paul, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à partager avec vous mon expérience dans le monde du capital risque et vous présenter l'activité du capital risque en biotechnologie en 20 minutes. C'est un challenge que j'ai accepté de prendre, mais en essayant à ce moment-là de nous focaliser sur la philosophie de ce métier, non certainement pas sur... Je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres et je vais donc me focaliser sur un peu l'histoire, la philosophie de ce métier dans la création d'entreprises de biotechnologie. Alors, je vais peut-être commencer par une mise en perspective historique. Jean-Paul y faisait allusion dans sa leçon inaugurale. Cette industrie a 30 ans et les deux premières sociétés de biotechnologie, chronologiquement parlant, les deux leaders actuels plus exactement de l'industrie des biotechnologies aux États-Unis s'appellent Amgen et Genentech. Et il n'est pas inutile de rappeler que ces deux sociétés, même si ce sont maintenant des mastodontes, qui pour l'une d'ailleurs, Amgen vient de rentrer dans le top 10 de l'industrie pharmaceutique, ces sociétés ont démarré par la rencontre entre deux hommes. Par la rencontre entre deux hommes, et bien souvent, nous allons le voir au travers d'un certain nombre d'autres exemples, bien souvent par la rencontre entre un venture capitaliste et un scientifique. C'est le cas de Bob Swanson, qui était à l'époque venture capitaliste chez Kleiner Perkins, et qui a rencontré Herbert Boyer parce qu'il voulait savoir ce que c'était que l'industrie de la protéine recombinante. Ne comprenait pas très bien, c'était une nouvelle science. Et de leur rencontre en 1975 est né Genentech. Ce n'est pas le cas de Amgen, puisque George Rathmann, à l'époque, était un ingénieur de Abbott. Et il est intéressant de se rappeler que Amgen a démarré, c'est l'un des rares cas où Amgen a démarré avec un financement de 5 millions de dollars de Abbott. Et si Abbott avait pris la décision de ne pas vendre sa participation juste après l'introduction en bourse, il est possible que le panorama de l'industrie pharmaceutique mondiale en eût été significativement changé. Si on se tourne vers l'Europe, le leader incontesté du moment est Actelion. Et là encore, à l'origine, au démarrage de l'entreprise, il y a une rencontre. Là, c'est une rencontre un peu plus collective, une rencontre entre 4 scientifiques du groupe Hoffmann-La Roche qui ont décidé ensemble de créer leur entreprise et d'investisseurs, encore une fois, de capital risque. Ici, les investisseurs proviennent de 2 sociétés, Antoine Papianic, donc de Sofinova, et Joël Bess de Atlas. Il y a eu d'autres groupes de biotechnologie en Angleterre en particulier, mais aujourd'hui, Actelion est sans conteste le leader européen. Si on essaye de se tourner, et Jean-Paul y faisait allusion à l'instant, au panorama français, les 2 leaders de l'industrie française des biotechnologies sont Flamel d'une part et Nicox d'autre part. Et dans les 2 cas, encore une fois, c'est la rencontre entre un scientifique et un venture capitaliste. Dans le cas de Flamel, le scientifique, c'était Gérard Soula, qui était à l'époque le chef du département des nouveaux polymères de Rhône-Poulenc-Creuer, qui avait décidé, par frustration de décisions stratégiques de la direction de Rhône-Poulenc-Creuer, de partir et de créer son entreprise. Au bon moment, il a rencontré Jean Deléage, qui se promenait dans les couloirs. Certes, c'est une petite caricature, mais en tout cas, il a rencontré Jean Deléage, et ensemble, ils ont créé Flamel Technologies, qui, je vous le rappelle, est une société de biotechnologie donc française, introduite sur le Nasdaq, et qui a un produit commercialisé aux États-Unis, puisque c'est un bêta-bloquant de 3e génération qu'il commercialise aujourd'hui depuis octobre de l'année dernière en collaboration avec GSK, donc le groupe pharmaceutique, et que dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Et puis Nicox, bien, ce fut la rencontre, là encore, d'un venture capitaliste et d'un scientifique, ou plus exactement d'un cadre de l'industrie pharmaceutique. Michele Garuffi était à l'époque VP international des laboratoires Ricordati, et là encore, il voulait créer sa société, et au bon moment, il a rencontré un scientifique, un venture capitaliste. Je vous rappelle que Nicox aujourd'hui est une capitalisation, Jean-Paul, pour ton information peut-être, c'est une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars, un peu en euros, ça fait un peu moins bien sûr, et que Flamel, la capitalisation boursière de Flamel est aujourd'hui aux alentours de 500 à 600 millions de dollars. Le rôle fondamental de la rencontre dans le processus de création d'entreprise entre un scientifique et des investisseurs. Et tous ces gens partagent une même vision. Et cette vision, je ne vois pas d'autre illustration que celle qui nous est fournie par Ernst & Young
dans ces différents rapports, et en particulier dans le dernier rapport de l'année dernière qui s'appelle Beyond Borders, qui démontre l'évolution de l'industrie pharmaceutique et qui démontre que l'industrie pharmaceutique innove de moins en moins. Le futur, et c'est ça la vision, le futur de l'industrie pharmaceutique passe par l'industrie des biotechnologies. Vous avez sur ce graphe deux courbes, la courbe en orange qui est le nombre ce qu'on appelle en anglais les NMEs, New Molecular Entities. Ça veut dire les nouveaux concepts thérapeutiques aux États-Unis homologués par la FDA. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, l'industrie pharmaceutique est créatrice de moins en moins de nouveaux concepts thérapeutiques. Et qu'à contrario, c'est l'industrie des biotechnologies, et que les deux courbes se sont élégamment croisées en 2003, c'est l'industrie des biotechnologies qui est à l'origine. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui va les mettre sur le marché, parce qu'il faut des gros moyens parfois, et que donc elle va s'associer à l'industrie de la pharmaceutique, mais que l'origine, en termes de R&D, en termes de recherche et développement, provient de ces jeunes sociétés. Cette vision que d'aucuns appellent la troisième révolution de l'industrie, auquel l'industrie pharmaceutique va avoir à faire face. Je vous rappelle que la première, et on en parlait à l'instant, c'est le problème des coûts. La deuxième, les coûts de santé. La deuxième, c'est celui des génériques. Et la troisième, c'est celui de la productivité de la recherche et développement. Dans cette troisième révolution, la vision qu'ont les créateurs d'entreprises, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient venture capitalistes, c'est que l'industrie des biotechnologies va avoir un rôle prépondérant dans le futur de l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est donc un partenariat. Et ces partenaires qui partagent une vision commune que je viens de vous décrire, eh bien, ils doivent la rendre efficace. Il faut que ce partenariat soit bien compris. Et la première chose, quand un venture capitaliste rencontre un créateur d'entreprise, encore une fois, qu'il soit scientifique, ingénieur dans un groupe pharmaceutique ou autre, c'est de lui faire comprendre que si partenariat il y aura, il sera temporaire. Et je crois que là, il faut garder à l'esprit qu'un venture capitaliste n'est pas un banquier. Un venture capitaliste va investir dans un projet avec un seul objectif. Cet objectif, c'est de faire de la plus-value. Et donc, si cette philosophie est facilement partageable avec des ingénieurs ou des cadres de l'industrie pharmaceutique, et c'était le cas avec Actelion, c'était quelque chose qui paraissait parfaitement normal et naturel, c'est beaucoup plus difficile à faire accepter à des chercheurs du CNRS lorsqu'il s'agit de prendre une technologie de l'INRA, du CNRS ou de l'INSERM pour créer des entreprises. Mais si vous ne partez pas sur les bases d'un partenariat bien compris, avec l'objectif que l'association entre les deux partenaires va être temporaire, et on peut parler en général d'une durée de vie commune qui va être de 5 à 7 ans, eh bien, vous partez sur les mauvaises bases. Alors, le rôle du capital risque, dans cette vie du partenariat entre les entrepreneurs et les investisseurs, eh bien, il s'exprime à plusieurs niveaux. Tout d'abord, dans la conceptualisation même du projet. Et je pense, Jean-Paul, que tu seras d'accord pour dire que les investisseurs, tu en avais rencontré plusieurs à l'époque, mais ont participé à la conceptualisation même du projet Actelion. À l'époque, c'était éventuellement de prendre un projet, c'était très innovant, personne ne l'avait fait encore en Europe, c'était prendre un projet en développement chez Roche, qui était sur les étagères, que Roche avait décidé d'arrêter de développer, et bon, l'opportunité consistait à partir avec ce projet. Conceptualisation qui peut parfois durer très longtemps. Dans le cas d'Actelion, je me souviens avoir discuté, on s'est rencontrés comme ça plusieurs fois. Au début, c'était un peu confidentiel. On se rencontrait chez les uns, chez les autres, le soir. Fallait surtout pas que c'était un petit peu, ça relevait parfois d'un peu du roman policier, mais c'est passionnant. Parfois, cette phase de conceptualisation peut prendre plusieurs années. Parce que simplement, notre objectif ici, nous, venture capitalistes, c'est de faire partager une expérience issue de la réception de 500 projets d'entreprise par an. Alors là, un chiffre rare dans mon exposé, 500 projets d'entreprise par an. Sur ces 500 projets d'entreprise, on va en décortiquer 80, on va en analyser au fond une vingtaine, et on va en faire une dizaine. On va en faire 5, pardon. Un taux d'attrition, comme on dit dans l'industrie pharmaceutique, de 99%. Et ça,
c'est une expérience absolument fondamentale dans la conceptualisation des projets qui peut rendre un projet efficace ou pas. Ensuite, il y a la prise de participation. Et le partenariat entre l'entrepreneur et les investisseurs va s'exprimer au niveau du conseil d'administration. Je vous rappelle que dans une entreprise, c'est le conseil d'administration qui dirige. Le président rapporte au conseil d'administration et le conseil d'administration prend les grandes décisions. Bien entendu, généralement sur proposition du président, mais le conseil d'administration. Et c'est au sein de ce conseil d'administration que les investisseurs vont continuer à jouer leur rôle, et en particulier dans les domaines qui sont les leurs, qui sont par exemple la stratégie financière, qui sont bien entendu, ils n'ont pas de capacité d'intervenir lorsqu'il s'agit de développer un médicament, c'est pas leur savoir-faire, c'est pas leur rôle. Par contre, leur rôle, c'est de savoir prendre une big picture, comme on dit, et la traduire en termes financiers. Et l'une des décisions les plus importantes qui est prise par le conseil d'administration, en tout cas lorsque le démarrage de l'entreprise, ça va être de l'introduction en bourse. Je pense que François Maison-Rouge, qui va parler cet après-midi, en parlera peut-être un peu plus que moi, mais l'introduction en bourse est une décision stratégique, fondamentale, qui permet à l'entreprise de changer le statut. On dit de changer de statut de société privée à société publique, et c'est une décision collective du conseil au sein duquel les investisseurs ont leur mot à dire. Je vous ai parlé de la caractéristique temporaire de ce partenariat. Je vous ai dit que ça prenait 5 ou 7 ans. L'une des grandes caractéristiques qui n'a pas eu à s'exprimer dans le cas d'Actelion, l'une des grandes caractéristiques également de ce partenariat, et qu'il est important de bien faire comprendre au démarrage de l'histoire, c'est que les investisseurs, et je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas des banquiers, ce sont des investisseurs, et donc vont devenir copropriétaires de l'entreprise. Et cette copropriété, je viens de vous l'expliquer, peut s'exprimer au travers d'un partage des grandes décisions stratégiques, mais dans certains cas, cette copropriété implique certes des devoirs, des droits, mais bien entendu également des devoirs. Et être copropriétaire d'un projet implique que nous devons prendre nos responsabilités jusqu'au bout, et lorsque les projets vont moins bien que prévu, prendre des décisions qui sont parfois difficiles, participer à des décisions difficiles. Encore une fois, ça n'a jamais été le cas, ou peu avec Actelion, mais nous sommes dans un métier à risque, et c'est ce genre d'histoire dont nous avons l'expérience. Alors si le partenariat est bien compris, beaucoup de gens me disent oui, mais attendez, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Comment un chercheur du CNRS ou un ingénieur d'Hoffmann-La Roche peut monter un vrai partenariat efficace avec des investisseurs qui ont toutes leurs armées d'avocats derrière eux? C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Eh bien, si le partenariat doit bien être compris, le partenariat doit être également bien conçu. Vous avez... et dans cette conception du partenariat, vous avez un document qui est absolument primordial, qui fait l'objet de négociations, de discussions, d'explications, avant même l'investissement dans le premier euro, le premier dollar dans l'entreprise. C'est le pacte d'actionnaires. Et ce pacte d'actionnaires est en général divisé en deux. Il va régir les règles de vie commune et il va prévoir, je vous disais que c'était un partenariat temporaire, il va prévoir la façon dont ce partenariat va se dénouer dans un laps de temps défini. Alors vous me direz, en fait, comment ça se dénoue? Eh bien, moi je ne connais pas 36 solutions. Il y en a 2 majeures, l'introduction en bourse ou la vente de l'entreprise à un industriel. On vient de parler du rachat annoncé ce matin dans les journaux financiers de MedImmune par AstraZeneca. C'est l'un des objectifs traditionnels de l'industrie de la biotech, de se faire racheter. Seul un petit nombre, en général les meilleurs, Amgen en fait partie, j'espère qu'Actelion va en faire partie dans le long terme, seuls les meilleurs resteront indépendants. C'est comme ça qu'on prévoit, dès le démarrage, au sein d'un accord qui fait parfois 3 cm d'épaisseur, contractuellement, on prévoit la façon dont on va gérer la sortie des investisseurs. Voilà, il me reste 5 minutes. 5 minutes pour vous parler en 2 slides de Sofinnova. J'avais promis d'être un petit peu court. Je pense que j'étais plus court que prévu, mais pourquoi pas. Ce que je viens de vous dire, c'est chez Sofinnova, en tout cas, c'est l'activité d'une équipe. Toutes les décisions importantes dans toutes les participations que nous prenons sont des décisions collectives.
Et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de sociétés dans les sciences de la vie, voilà l'équipe qui manage ces participations. Antoine Papiernick en particulier, qui a été associé dès le démarrage au projet Actelion et qui l'a été jusqu'à son introduction en bourse. Il faut bien voir ici que le métier d'un venture capitaliste, et juste quelques mots sur ce sujet, le métier d'un venture capitaliste n'est pas uniquement de prendre des participations, parce que la question immédiate qui vient alors, c'est d'où vient cet argent. Et une partie importante de notre activité consiste à aller chercher l'argent là où il se trouve. L'argent là où il se trouve et l'investir dans les startups. L'argent là où il se trouve, ça veut dire, eh bien, dans le monde entier, dans les sociétés d'assurance, dans les fonds de pension, les fameux fonds de pension américains, dans les fonds de fonds, dans les sociétés également qui parfois, comme SmithKline Beecham à une époque, qui investissaient dans nos fonds. Le premier métier du venture capitaliste, c'est d'aller chercher l'argent pour ensuite être capable d'investir dans ces sociétés. Ensuite, et je crois que j'ai essayé de vous le présenter, sa deuxième activité consiste à rencontrer des entrepreneurs et construire avec eux un concept d'entreprise. C'est pas eux qui vont construire la société, hein. C'est pas un venture capitaliste qui construit la société. Par contre, il va la financer au travers d'un concept qu'il aura fabriqué avec les entrepreneurs. Et ensuite, troisième métier, et là aussi je viens d'en parler, c'est celui de suivre la participation en faisant part de son expérience. Vous voyez que moi, ça fait près de 18 ans que je fais ça chez Sofinnova. Avant, je faisais ça dans une autre société de capital risque. J'ai dû donc devoir passer des milliers de projets. C'est cette expérience qu'on fait partager aux entrepreneurs. Et puis donc, une équipe avec de l'argent et une telle activité, ça forme un portefeuille. Et voilà ce qu'a fait Sofinnova au cours du temps. Vous avez un certain nombre de sociétés dont vous avez peut-être entendu parler. En France, je vous ai parlé de Nicox. Je me suis aperçu en venant ici tout à l'heure que Flamel n'était pas sur cette diapositive, mais c'est une erreur. Genset, qui en son temps fut une star de la génomique en France, et puis des introductions en bourse récentes comme Innate ou Exonit. Exonit qui a eu un parcours d'ailleurs un peu similaire à celui d'Actelion, puisque ce sont un groupe de 4 ingénieurs de Ron Poulenc-Rorer qui sont partis de Ron Poulenc-Rorer pour créer leur entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire sur le capital risque dans la création d'entreprise. Vous rappelez donc que ce sont des activités qui sont éminemment humaines. On démarre à 2, à 3. Dans le cas d'Actelion, on a démarré à 6. 4 fondateurs et 2 financiers. On a derrière ce projet humain l'ambition de créer des projets qui vont aller très très loin, qui sont très ambitieux. Et la meilleure ambition dont on puisse parler, Actelion est un excellent exemple, mais la meilleure ambition, c'est les deux sociétés dont je vous parlais aux États-Unis, Genentech et Amgen, et avec des capitalisations boursières, je vais peut-être dire une bêtise devant François Maison-Rouge, mais c'est une capitalisation boursière de 80 milliards de dollars aujourd'hui, à peu près, avec des chiffres d'affaires qui dépassent les 12 milliards de dollars. Genentech, le champion des anticorps monoclonaux, Amgen, le champion de l'érythropoïétine. Voilà, c'est ça notre vision, c'est ça qu'on essaye de démarrer, et c'est ça c'est l'expérience qu'on essaye d'amener aux entrepreneurs lorsque nous nous associons à eux. Merci beaucoup pour votre écoute.